Eh bien, bonjour tout le monde. Je vois qu'on est déjà plus de 160 connectés. Donc, je propose qu'on démarre ce webinaire d'une durée de 1h30 sur la thématique de l'accompagnement des structures de l'ESS, donc de l'économie sociale et solidaire en difficulté, à vocation pour les partenaires publics, hein, spécifiquement. Voilà, je vais revenir sur le programme de ce webinaire juste dans un instant, mais d'abord, je cède tout de suite la parole à Stéphanie Benamozic pour le mot d'introduction. Stéphanie, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Nous sommes très heureux de pouvoir avoir ce temps d'échange et d'éléments à partager avec vous. Je remercie beaucoup la VIS, le RTES, France Active, la JEBVA, les Pays de la Loire qui sont venus avec nous pour avoir des éléments à vous partager aujourd'hui. Il s'agit d'une action qu'on mène au niveau de la délégation ministérielle à l'économie sociale et solidaire. Euh, Autour de la cellule nationale de liaison et d'accompagnement qui a été lancée pour justement proposer des actions d'accompagnement en direction des structures de l'ESS en difficulté. Donc, du coup, ce webinaire s'inscrit dans ce cadre-là. Et on va vous donner du coup des éléments sur ce qu'on va partager avec vous aujourd'hui et d'éventuels d'autres échanges qu'on pourra avoir ultérieurement. Voilà, merci beaucoup, Michael. Je te repasse la parole. Merci Stéphanie. Peut-être pour commencer, quelques règles sur le webinaire. Donc c'est un webinaire fermé. Seuls les panélistes peuvent intervenir, mais vous pouvez interagir avec nous. Vous avez deux onglets pour ça. L'onglet discussion qui est un peu général, voilà, pour réagir entre vous. Et si vous avez des questions spécifiques pour les intervenants intervenantes, il y a un onglet dédié qui est l'onglet questions et réponses ou Q&R. On vous invite fortement à passer par là pour poser vos questions. C'est là-dessus qu'on regarde en fait, hein, en priorité. Le chat, ça peut défiler très vite, donc on ne peut pas être forcément très réactif. Donc on vous invite vraiment à utiliser l'onglet questions et réponses pour nous solliciter, sachant que le webinaire va être très dense et donc on va essayer de répondre plutôt au fil de l'eau qu'avec une question dédiée aux questions-réponses à la fin. Et peut-être dernier élément sur le webinaire, il est enregistré, voilà, de manière à pouvoir être disponible en replay dans la suite. Donc encore une fois, c'est très dense. On ne peut pas appuyer sur pause parce que c'est un live, mais le replay permettra de le reconsulter et d'échanger, de le partager avec vos collègues. Donc ce webinaire s'inscrit dans un cycle, hein. Il y a déjà eu 2 autres webinaires plutôt à destination des accompagnateurs, accompagnatrices de l'économie sociale et solidaire. Voilà, donc pour votre information, ces webinaires sont passés, mais il existe des replays, donc vous pouvez les consulter, qui sont plus des webinaires d'ordre technique. Voilà, on va un peu plus dans la technique. Aujourd'hui, on va faire plutôt un panorama, un tour d'horizon, sur les questions difficultés, sur l'angle, voilà, partenaire public, spécifiquement. Et donc le programme pour cette heure et demie où nous sommes ensemble, on va faire un petit retour sur qui nous sommes et qui vous êtes, puisqu'on vous a posé des questions pour vous inscrire à ce webinaire. Il y aura ensuite une partie par France Active sur l'identification et la compréhension des risques de défaillance, hein, pour les entreprises de l'ESS. Ensuite, une partie sur comment réagir face à ces structures en difficulté, en revenant sur le cadre légal avec le RTES, en revenant sur comment trouver les bons interlocuteurs avec moi-même pour la VISE, et puis un témoignage sur les cellules de liaison et cellules territoriales dédiées à la difficulté avec Stéphanie Benamozig, Morgane Tourneau et aussi Chloé Duret du côté des Pays de Loire, avant de terminer sur la partie prévention, prévenir, où on va faire un petit zoom sur les difficultés économiques et financières, comment les prévenir et le rôle des fonds propres, un petit peu de technique quand même pour cet enjeu-là, présenter quelques bonnes pratiques et des témoignages. Donc vous voyez qu'on est sur un subtil équilibre entre de l'apport théorique et du contenu, et aussi des retours du terrain, des retours d'expérience de professionnels, de manière à pouvoir vous outiller au mieux sur cette heure 30. Hein. C'est pas une formation, on est plutôt sur des premiers outils, des bonnes pratiques, de la sensibilisation qui mérite d'aller plus loin forcément, mais voilà, c'est le parti pris pour vous outiller au mieux dans un temps record. Sans plus tarder, donc sur la première partie, sur qui nous sommes, donc voilà, vous avez le panorama de différents intervenants. Vous voyez qu'il y a aussi bien des acteurs publics, hein, côté ministère, ministère de l'économie, finances, souveraineté industrielle et numérique, aussi ministère des sports, de la jeunesse et de la vie associative. Donc je ne vais pas les présenter un par un,
Les intervenants se présenteront, lorsqu'ils prendront la parole pour, aller plus vite. On a aussi une représentante d'un département, donc côté, Seine-Saint-Denis, et vous avez des acteurs, plutôt, associatifs, engagés pour, l'accompagnement, des structures de l'ESS, donc France Active, Avise et RTES, de manière, plus globale pour apporter des bonnes pratiques et des outils. Maintenant sur le qui vous êtes, donc la première question c'était, la région. Donc, voilà, vous voyez que, vous êtes d'un petit peu partout avec un petit tropisme Île-de-France, quand même. Peut-être à mettre en relation avec, le 2e graphique que vous voyez en haut à droite, hein, plusieurs, participants qui viennent, de ministères ou de services, de l'État, et ensuite, forcément, plusieurs côté communes, intercommunalités. Mais voilà, vous êtes, de à peu près, tous les services, organisations publiques, qui existent. Et concernant les services pôles auxquels vous, appartenez, un petit peu tout aussi, avec quand même une concentration sans surprise sur les questions de développement économique, de politique sociale et solidarité et de vie associative, forcément. Donc, vous voyez que vous êtes d'horizons divers et variés. Encore une fois, c'est chouette, et on va essayer de répondre au mieux, à vos besoins, puisque vous avez des besoins, différents. Et donc, justement sur les structures en difficulté, on avait posé quelques questions complémentaires, hein, par rapport à comment vous vous sentez sur ce sujet-là, et quels sont vos besoins précisément. Déjà, premier constat, c'est que, vous êtes plus de 80 à constater qu'il y a une augmentation, hein, des situations de difficulté dans les entreprises de l'ESS. Donc, c'est pas, on n'est pas surpris par ce résultat, mais c'est intéressant de l'objectiver, de voir comment vous, vous ressentez par rapport à ça, ce que vous constatez sur le terrain. Et justement sur le comment vous vous sentez, bah, moyennement à l'aise, vous êtes 54 plus 15, donc 70, hein, à être, moyennement à l'aise ou peu à l'aise, pour accompagner ces structures, d'où l'idée de vous outiller et de vous apporter, des choses pratiques pour vous aider, là-dessus. Et enfin, la dernière question, c'était, les principaux défis, hein, que vous avez. Et là, on voit qu'il y a un petit peu de tout. Clarifier le cadre légal, comment aborder le sujet avec les structures, 12, repérer les signaux faibles, hein, 27, donc un quart, sur la question d'identification, détection des signaux faibles, et mobiliser les bons partenaires, 37. Donc, voilà, besoin d'être outillé sur un peu tous les sujets sans surprise, mais c'était intéressant d'avoir votre retour, global sur les besoins qu'on va essayer de couvrir au mieux, encore une fois, à travers ce webinaire. Voilà pour la partie, introductive. Et donc, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, et pour cela, je cède la parole à Maxime Traclet de France Active. Bonjour à toutes et tous, vous m'entendez bien? Super. Ok, super. Donc Maxime Traclet, moi je suis chargé d'études à France Active. Pour présenter très rapidement France Active, on est une association présente partout en France. On a 35 associations territoriales. Quand on parle de France Active, c'est en fait deux véhicules financiers distincts, deux structures on va dire distinctes qui se réunissent au sein même de la dénomination France Active. La première partie, on va dire la première activité, c'est faire des garanties. On octroie des garanties à des entrepreneurs pour faire effet de levier et qu'ils puissent avoir accès au crédit bancaire. Et c'est également France Active Investissement qui fait des investissements directement dans les structures de l'ESS au travers d'un certain nombre de produits financiers divers et variés. Donc voilà pour la présentation de France Active. Alors maintenant rentrer dans le détail un peu de peut-être je peux passer à la slide suivante, nickel. Des sujets de difficultés. Alors pour prendre un peu de hauteur, je vais aborder le sujet d'un point de vue un peu plus macro. Euh, en fait, tout au long de cette présentation, on va s'intéresser nature de difficulté, qu'est-ce que c'est en tout cas pour ma part côté France Active. En fait, on parle beaucoup quand on parle de difficultés, de problèmes de trésorerie, qui est un peu la phase euh, immergée de l'iceberg, mais en fait derrière, ça regroupe un certain nombre de situations qui peuvent être liées à des tensions externes, qui peuvent être aussi liées à des vulnérabilités internes, pardon. Et en fait, chaque situation doit nécessiter une intervention adaptée, une réponse adaptée financière. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter ces différentes tensions vulnérabilités qui peuvent apparaître. Donc, nous, depuis, on a fait une étude à ce sujet, surtout sur la structure associative. Donc, je vais beaucoup me concentrer, vous le verrez, sur la structure associative qui représente de toute manière une grosse partie de l'ESS. Mais ce que je dis est également vrai pour les autres structures, hein.
société commerciale de l'ESS, coopérative, etc. Ça fait aussi partie de ces éléments qui remontent. Les top signaux j'identifie juste après, ça fait partie effectivement de ce qu'on peut retrouver dans les dossiers France Active. Donc c'est comme ça qu'on a fait notre étude. On a ouvert plus de 250 dossiers. On s'est dit sur une année, on s'est dit bon, qu'est-ce qui ressort en fait de façon récurrente. Et donc c'est ce que je vous présente juste après. Tu peux passer à la slide suivante, Mickaël. Donc quand on parle donc l'approche à France Active, quand on parle de risque, c'est dans un premier temps des facteurs de risque. C'est ce qu'on pourrait dire un risque, enfin quelque chose qui est latent. C'est un élément structurel, organisationnel, culturel. Ça augmente la probabilité qu'un événement survienne, qu'un problème survienne. Je vais vous citer un exemple un peu pour comprendre le fil de la pensée. Un facteur de risque sur une association, ça pourrait être l'absence d'un projet d'utilité sociale ou pas à jour. C'est le même cas pour une coopérative, par exemple. C'est tout à fait aussi applicable à une coopérative. Ou sur d'un point de vue plutôt RH, une absence d'un plan de gestion des emplois et des compétences. Pour voir si effectivement ce facteur de risque il est en train de se matérialiser, c'est les signaux qu'on vient ici identifier. Donc c'est une manifestation concrète qui est observable, c'est souvent banalisé dans les structures. Si on reprend la logique, si on reprend l'exemple du projet d'utilité sociale, c'est par exemple un décalage entre le projet et les besoins du territoire, ou un décalage entre le projet et l'attente des bénéficiaires ou les besoins des bénéficiaires. Sur l'absence d'un plan de gestion des emplois et des compétences, donc la partie RH, c'est des départs qui sont non anticipés. Ça, dans les structures de l'ESS, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les dossiers qu'on a analysés, effectivement des dirigeants ou dirigeantes ou des personnes clés dans l'organisation qui n'ont pas été, dont les départs n'ont pas été prévus et qui effectivement ça a de graves conséquences sur les structures puisque c'est des pertes de compétences clés, c'est des pertes d'informations également, etc. Le risque, in fine, c'est l'événement redouté, c'est ce qui se passe concrètement en fait. C'est une perte de lisibilité du projet associatif, par exemple, pour la partie absence d'un projet d'utilité sociale, une perte de financeurs aussi, de ressources financières, ça arrive aussi dans le pire des cas. Et sur la partie absence d'un plan de gestion des emplois et des compétences, on peut, comme je l'ai dit, avoir une perte de compétences clés, de connaissances. C'est vraiment ça le risque final en fait pour une organisation. Du coup, dans notre approche, ce que je présente juste après, c'est ce qui est important de retenir, c'est que très souvent, les facteurs qui sont type tension de trésorerie, type tension financière, économique, c'est plutôt des conséquences que des causes. Il faut voir un peu il y a deux phases différentes qu'il faut analyser. Effectivement, il y a des problèmes de trésorerie, mais ça, c'est souvent ce qu'il y a derrière, en fait, c'est souvent des décisions humaines, c'est souvent des rapports humains dans les organisations. Et donc, c'est bien ça qu'il faut analyser quand une structure vient vous voir aussi. À quel point, effectivement, en interne, il y a une démocratie qui est toujours là, une démocrativité qui est toujours là ou pas, comment tout ça s'opère aussi dans l'organisation. Alors, je vous remets ici les différents facteurs de risque. Alors, j'en ai pas parlé dès le départ, mais il y a deux versions de cette présentation. La version qui vous sera envoyée est davantage écrite. Il y a plus d'éléments. Ici, je mets les principaux éléments sur lesquels je voulais me pencher aujourd'hui. Mais voilà, vous aurez on vous enverra une diapositive, enfin des diapositives qui seront plus approfondies. Donc, je vais pas rentrer dans les détails ici, mais en gros, il y a les principaux facteurs de risque qui s'organisent autour de la gouvernance, de la stratégie, du pilotage des organisations, l'organisation interne aussi, des facteurs humains et environnementaux. On insiste beaucoup, c'est pour ça, nous, quand on fait des analyses aussi, quand on va accompagner les structures sur le fait qu'il faut surveiller régulièrement l'environnement et les difficultés de marché, ça revient beaucoup dans les structures qu'on a pu voir. Donc ici, encore une fois, c'est les principaux facteurs de risque qu'on peut identifier. Par exemple, sur la gouvernance, une implication limitée des membres du conseil d'administration, des fonctions de contrôle qui sont peu structurées. Ça arrive souvent aussi que le contrôle soit mis à part dans ces organisations de l'ESS. Euh, Beaucoup aussi, on retrouve des croissances rapides qui sont non structurées. Alors, vous le verrez dans ma présentation. Donc, après cette partie-là, vous verrez dans une seconde partie, je vais revenir sur ce problème de croissance rapide. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans les organisations de l'ESS, des structures qui veulent aller trop vite et même hors ESS. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. D'un point de vue organisationnel, c'est par exemple des organigrammes qui sont absents ou peu partagés. Encore une fois, c'est un facteur de risque. Ça ne veut pas dire que l'organisation va péricliter si elle n'a pas un organigramme structuré, mais ça peut, à terme, s'il y a une accumulation, s'il y a des éléments qui sont multifactoriels, entraîner une dégradation rapide, plus ou moins rapide en tout cas, d'une structure donnée. Donc là, voilà, encore une fois, c'est les principaux facteurs. Des absences d'outils de pilotage aussi, ça revient beaucoup. Par exemple, une absence de comptabilité analytique pour une structure associative qui a une activité à la fois financière, enfin une activité commerciale et non commerciale. Ça revient aussi beaucoup. Ça nécessite très souvent un pilotage plutôt rigoureux. S'il n'y a pas les outils derrière, ça peut être très compliqué pour elle, avec des risques in fine de requalification. Donc voilà, c'est des risques fiscaux, etc. Donc ça peut entraîner des graves conséquences sur ces structures. Je peux passer à la slide suivante.
Michael. Donc pareil, je reviens aussi pas très rapidement sur les principaux signaux, mais par exemple sur les facteurs humains, des taux d'absentéisme, des turnover forts, une multiplication des arrêts maladie, c'est des signaux qui peuvent vous alerter quand une structure vient vous voir. Des départs non anticipés, comme j'ai dit, qui était l'exemple que je citais au début, un faible renouvellement des administrateurs côté gouvernance, ça revient également souvent. Une dispersion côté stratégie des activités, pareil. Euh, un signal qui revient très souvent, des investissements qui sont peu alignés avec la stratégie ou un surinvestissement, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les structures qui veulent se développer très vite. Elles veulent effectivement faire des investissements trop rapidement, elles ont du mal à les amortir ou parfois ça crée des décalages financiers qui peuvent avoir de graves conséquences sur sa trésorerie. Des frais également de financiers qui sont très élevés au niveau du pilotage. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la structure, dans ces décalages, elle n'a pas forcément réussi à trouver des solutions structurelles. Pareil, j'y reviendrai, ce que ça veut dire derrière, mais elle fait des solutions à court terme, des financements à court terme, ce qui est très coûteux et ce qui, encore une fois, peut aggraver sa situation économique. Voilà pour les principaux signaux qu'on a pu nous identifier dans nos dossiers. Peut-être un qui est également intéressant, un autre, mais euh, des, des, un manque de clarté dans l'organisation interne, c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi. Alors, comme je le disais, c'est lié souvent à un organigramme qui n'est pas là ou des missions ou des fiches de poste qui sont trop diverses, avec des missions trop variées. Voilà, c'est quelque chose qui revient beaucoup. Alors, cette étude, effectivement, on a aussi pu manquer parfois de certaines données, de certaines informations, mais ce qui ressort beaucoup ici, ce que vous voyez ici, c'est quand même des éléments qui sont très souvent là dans les dossiers. Passer la slide suivante. Alors, je vous donne ici quelques articles qu'on a pu rédiger sur ce sujet, que vous retrouvez. Normalement, il y a les liens, effectivement. Il y en a un là qui est à paraître en avril. Normalement, il a été publié donc dans Jury Association, où je reviens effectivement sur cette étude qu'on a pu faire, les principaux éléments de difficulté, avec voilà les différents pourcentages. Par exemple, la stratégie, dans 70% des structures en difficulté qu'on a analysées, c'est effectivement des problèmes de stratégie qui étaient présents. Donc voilà, vous aurez aussi différentes statistiques sur la représentativité de ces différents facteurs, donc gouvernance, stratégie, RH, etc. Donc les trois difficultés récurrentes à repérer. Le premier, c'est la crise de croissance. Donc tu peux passer directement à la slide suivante. La crise de croissance et des associations qui sont florissantes sur le plan économique, mais qui ont commis des erreurs dans leur stratégie de financement. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, des structures qui se développent trop vite. Alors j'y reviens sur cette notion de BFR, mais en fait c'est des structures qui ont une augmentation significative de leurs besoins en fonds de roulement parce qu'elles se développent beaucoup, donc elles ont potentiellement plus de subventions à gérer, et donc ça crée beaucoup de décalage de trésorerie. Mais ça, j'y reviendrai juste après dans ma seconde partie. Des investissements aussi autofinancés, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les crises de croissance, où des structures elles vont chercher directement leur liquidité disponible, leur matelas de cash, et malheureusement, en fait, s'il y a un problème ou une difficulté à un moment donné, elles n'ont plus le matelas de trésorerie qui leur permettait d'assurer potentiellement leurs arrières d'une difficulté passagère. Ça, c'est la crise de croissance. C'est ce qui revient beaucoup. La deuxième peut-être difficulté, c'est une difficulté structurelle liée au modèle socio-économique. Ici, il y a deux grandes catégories. L'activité, pardon, qui génère un excédent insuffisant. Là, vous avez des structures qui accumulent de légers déficits en fonction des années. Donc, parfois une année positive, parfois à zéro, parfois légèrement excédentaire, mais surtout, en fait, des activités déficitaires sur plusieurs années. Et en fait, toutes les économies possibles, elles ont été réalisées. On a un travail sur les charges fixes qui a été réalisé. Malheureusement, les réserves sont épuisées, donc la trésorerie, forcément, elle se retrouve en négatif. La seconde peut-être situation, c'est une activité qui est structurellement déficitaire. Là, ici, plus les structures travaillent, donc plus elles accumulent des pertes, plus elles continuent leur activité, plus elles accumulent des pertes. Elles ont des déficits à chaque année. C'est fréquent pour les associations historiques qui ont des activités qui sont reconnues, mais malheureusement, elles sont plus soutenues à un niveau suffisant, normal, enfin, notamment par exemple pour compenser l'inflation, c'est ce qu'on retrouve beaucoup en ce moment. Les structures, du fait de l'inflation, elles sont financées au même montant, mais il y a une augmentation de leur charge, donc forcément, à terme, il y a un déficit structurel. On peut passer à la slide suivante. Et enfin, la dernière situation, c'est des situations de dépendance. Ici, c'est des associations, je vais y arriver, qui se retrouvent dans des situations de forte dépendance économique liées à un financeur ou à un client. Alors, je mets association, mais encore une fois, tout ça, ça fonctionne aussi avec les structures de l'ESS. La dépendance, par exemple, ça marche très bien, tout comme un déficit au niveau de l'activité qui s'accumule. C'est quelque chose qui revient également souvent. Ici, c'est
c'est vraiment une structure qui, si elle est dépendante, sa capacité d'innovation qui est assez limitée, elle a du mal à définir ses propres objectifs stratégiques et donc elle peut se retrouver effectivement dans une situation également compliquée à terme avec potentiellement une perte de bénéficiaires aussi du fait d'un éloignement, ouais, problème de diction aujourd'hui, un éloignement de son projet d'utilité sociale. C'est quelque chose qui arrive beaucoup, quand une structure par exemple qui aussi répond à beaucoup d'appels à projets pour justement faire aussi face à ces problèmes financiers, c'est quelque chose qui revient et donc qui peut aussi l'éloigner de son projet. Mais pareil, j'y reviens sur ce sujet spécifiquement par la suite. Et voici pour la première partie. Donc, on enchaîne sur comment réagir face à une structure en difficulté. Et je crois que c'est Benjamin Guéropinet qui prend la parole. Euh, Benjamin Guéropinet, je suis juriste et chargé de la mission d'accompagnement des collectivités territoriales au RTES. De mots pour vous présenter le RTES. Vous trouverez une jolie carte en tapant RTES dans votre moteur de recherche préféré. Mais en gros, c'est un réseau de collectivités territoriales. Je ferai une nuance avec quand tu présentais ça, Mickaël, qui est non pas en soutien du coup des acteurs de l'ESS, quoique indirectement si, mais directement en soutien des collectivités territoriales, agents comme élus. Donc le RTES, près de 200 collectivités adhérentes de tout niveau, communes, interco, départements, régions, en métropole et outre-mer, en territoire rural, urbain, etc. Donc le RTES qui a vocation du coup à appuyer en fait les collectivités adhérentes plus larges, enfin toutes les collectivités, puisque la plupart de nos travaux sont publics, sur leur politique publique locale, s'appuyant ou en appui à l'ESS. Donc dans mon propos, l'idée c'était de vraiment distinguer, faire la part entre le cadre juridique applicable aux structures en difficulté. Quand on parle notamment d'entreprises en difficulté, ça a été dit juste avant, on a une diversité de situations. On peut pas dire qu'il y ait un moment qui soit nécessairement clé. Enfin, c'est pas toujours aussi simple que ça. Alors parfois, quand on reçoit le courrier qui annonce que telle subvention ou telle commande publique n'est pas reconduite, c'est peut-être ce moment-là. Mais souvent, c'est plus compliqué. Donc distinguer une structure en difficulté, c'est tous les éléments qu'on a vus en amont, et de ce qu'on va définir comme une entreprise en difficulté au sens juridique du terme. Ensuite, bien comprendre que le cadre qu'on va développer s'appliquera principalement en fait à des structures économiques au sens du droit des aides d'État, hein, le droit européen, on verra ça. Je développerai. Et puis enfin, et ça je ne développerai pas, mais un warning important. L'idée, c'est du coup de bien faire la part entre le cadre juridique et un certain nombre de règles qu'on se retrouve parfois appliquées par mimétisme, mais auxquelles on prête parfois une valeur ou une autorité légale ou réglementaire plus forte qu'elle n'en a vraiment, et du coup des marges de manœuvre qui sont amoindries du côté du financeur public, alors que non, donc bien faire la part, et c'est l'enjeu de cette partie-là, entre le cadre légal et vos marges de manœuvre, puisque parfois on peut parfois se lier un peu les mains dans un règlement d'intervention d'aide, alors que on découvre qu'on a finalement plus de manœuvres pour aider, soutenir des structures qui présentent des difficultés. Voilà. Donc, je poursuis. L'idée, c'est de bien identifier donc quand est-ce qu'on parle d'une entreprise en difficulté au sens juridique du terme. Là, on parle d'économie sociale et solidaire, donc c'est vrai qu'on va se concentrer essentiellement sur les critères applicables à l'ensemble du spectre, et donc principalement les associations. C'est là-dessus que, enfin, donc je vais me concentrer sur ces considérations-là, même si on a d'autres considérations, mais principalement, c'est lorsqu'on a au sens du droit européen, parce que c'est une définition en fait européenne qui est transposée dans les droits nationaux. L'idée étant que les aides aux entreprises en difficulté, c'est une sous-catégorie finalement d'aide d'État. L'objectif, c'est qu'on ne fausse pas la concurrence. Donc, c'est la définition européenne d'entreprise en difficulté qui est reproduite dans les législations nationales. Quand bien même cette définition, elle vise du coup principalement
les entreprises qui font de la concurrence au niveau européen. Mais la définition qui est adoptée dans les différentes législations nationales, elle va concerner également d'autres formes juridiques, hein. C'est notamment le cas d'associations qui sont a priori pas toujours des entreprises au sens européen. Donc la définition, on a plusieurs critères. Le critère le plus, celui enfin, que vous rencontrerez le plus souvent pour considérer une structure de votre champ d'application comme étant en difficulté, ce serait est-ce que oui ou non elle est en procédure collective d'insolvabilité au sens du droit de l'UE, c'est-à-dire au sens du droit national. Est-ce qu'elle est en procédure de sauvegarde? Est-ce qu'elle est en procédure de redressement judiciaire? Ou est-ce qu'elle est en procédure de liquidation judiciaire? On a d'autres critères pour apprécier qu'une entreprise est en difficulté, mais qui s'appliquent moins à des associations, qui sont des critères rapportés au capital. Donc, quand on a des pertes accumulées qui représentent plus de la moitié du capital, ou pour des plus grandes structures avec des ratios d'endettement, etc. Mais ça ne concernera pas l'essentiel de ce que vous rencontrerez. Et en tout cas, ce critère de procédure judiciaire, il est quand même très facile à appréhender pour les instructeurs et instructrices, puisque du coup, c'est officiel, c'est public. Vous pouvez taper le sirène et vous aurez enfin, vous aurez les annonces au bulletin officiel qui disent ou pas si la structure est concernée par une procédure judiciaire. On peut passer. Euh, Et donc, dans le cas, on a du coup différents cas où on peut penser que la structure est une entreprise en difficulté au sens juridique, mais qu'elle ne l'est pas nécessairement. Et on le dit parce que souvent ça prête à confusion. C'est ce sont des procédures amiables. Quand une association, mais c'est le cas pour une SCOP, une SIC, une SCES, etc., est en mandat ad hoc, donc c'est l'hypothèse où le tribunal désigne en fait un administrateur indépendant pour négocier avec ses créanciers. Donc, procédure amiable de mandat ad hoc, la structure n'est pas en difficulté au sens juridique européen du terme. De la même façon, quand elle est en procédure amiable de conciliation, la structure n'est pas non plus en difficulté au sens juridique du terme. De la même façon, alors même que l'entreprise est passée en procédure de redressement ou de sauvegarde, alors quand c'est après une procédure de liquidation, a priori, il n'y a plus rien, mais quand une structure est en cours de plan de sauvegarde ou plan de redressement, c'est-à-dire que le tribunal a statué, eh bien, elle n'est plus juridiquement une entreprise en difficulté au sens du droit de l'Union européenne transposé. Donc, ce qu'on va dire ensuite ne va pas nécessairement s'appliquer à ce moment-là. Une fois qu'on s'est rappelé que le droit des aides aux entreprises en difficulté est en fait une, une branche du droit des aides aux entreprises au sens du droit de l'Union européenne, les aides d'État, susceptibles de fausser la concurrence intra-Union européenne, on comprend mieux que, a priori, toutes les entreprises, enfin toutes les structures qui ne sont pas des entreprises pour ce qui est de l'appréciation des aides d'État, donc on ne va pas développer ça, mais c'est également la doctrine des 4P qui est développée dans le guide de la subvention ou d'autres documentations. Quand on est en gros dans l'essentiel de ce que sont les associations, le gros de la troupe, en fait, on n'est pas dans des formes d'entreprise pour lesquelles on a une problématique au sens des aides d'État de subvention et pour lesquelles on a finalement un droit européen contraignant. Donc on a très peu de contraintes légales, qu'elles soient d'ailleurs européennes ou nationales, sur le soutien à des structures en difficulté qui ne sont pas des entreprises au sens où les aider revêt la qualité d'aide d'État. Donc ça, il faut bien l'identifier. Euh, c'est quand même l'essentiel, même si on va développer un petit peu ce qui se passe pour les structures concernées, donc enfin, les coopératives notamment, les SCES et quelques associations. Mais l'essentiel finalement de l'ESS, c'est-à-dire l'essentiel des associations, ne sont finalement pas contraintes, leurs financeurs ne sont pas contraints par la réglementation européenne des aides d'État. Je fais vite. Tac, tac, tac. Voilà.
Donc pour ce qui est des financeurs qui financent des structures, si tant est qu'elles soient du coup qualifiées d'entreprises ayant une activité économique qui gère de la concurrence à l'échelle européenne, etc., eh ben, elles pourront les financer potentiellement selon certains régimes d'aide. Les régimes de minimis et de minimis SIEG, depuis leur révision de 2023, donc pleinement applicables, contraignent désormais moins la possibilité de financer des structures qui sont en difficulté au sens juridique européen. Pour les SIEG, normalement, le fait que la structure est en difficulté, ça ne remet pas en cause les SIEG, mais on peut avoir des contraintes au moment de reconduire un SIEG. Et enfin, pour le RGEC, donc très utilisé, on a un principe où on ne peut pas donner une aide d'État sous couvert de RGEC à une entreprise en difficulté, avec quand même bon nombre d'exceptions, et c'est notamment le cas des régimes de faveur pour les jeunes pousses ou des aides à finalité régionale qui sont quand même finalement pas mal utilisées par les collectivités territoriales. Et Benjamin, je enfin, t'invite à conclure. ouais, et enfin, on a quand même des règles concernant les fonds européens, donc pas les fonds des collectivités soumis à des régimes d'aide d'État, mais l'argent de l'Europe, où là, on n'a pas de règle générale empêchant de financer une entreprise en difficulté, au sens légal ou pas, avec des fonds européens. En fait, on a des règles fonds par fonds. Donc, dans la diapo qu'on vous remettra, vous retrouverez quelques règles pour les fonds principaux. Pas d'inéligibilité pour le FSE+, ça il faut, enfin de manière générale. Fédéral Fonds de cohésion, on a des possibilités. Fonds de transition juste également. Et puis on avait un petit exemple dans le cadre, par exemple, d'une crèche associative en difficulté, où la Commission européenne a eu l'occasion de répondre, c'est une question en tiroir, en disant, attention, une crèche associative, dans la plupart des cas, enfin associative ou pas d'ailleurs, une crèche, dans la plupart des cas, c'est pas une entreprise concurrentielle au sens des aides d'État, donc il n'y a pas de contrainte. Mais si ça l'est, on peut opérer en SIEG, etc. C'est ce qu'on vous a dit un peu plus avant. Je conclus là-dessus et je vous remercie de votre attention. Merci Ah oui, Benjamin. non, quand même, un Oui, mot sur la slide précédente. vas-y, vas-y. Contrairement à certaines idées reçues, la jurisprudence conforte le fait qu'une collectivité puisse aider une association en difficulté à éponger ses dettes, notamment, enfin, notamment à condition que l'activité de cette association soit en lien avec ses compétences légales, ce qui est une exception assez large. Merci. Merci Benjamin et merci pour la correction sur l'implantation du RTES. Je m'en suis rendu compte en le disant, mais c'était bien de le redire. Comme vous avez vu, et je vois des messages dans le chat, effectivement, c'est un peu dense. On a voulu partager beaucoup de choses, mais voilà, le replay sera là pour vous aider pour la suite. Et donc, je vais vous présenter des outils sur la partie réorientation. Quels sont les programmes, les dispositifs vers qui réorienter les entreprises de l'ESS que vous pouvez rencontrer qui sont en difficulté. Donc, je ne me suis pas présenté, je suis Michael Barth, responsable de pôle à l'Avise. L'Avise, juste en deux mots, c'est une association d'intérêt général qui vise à développer l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale en France depuis plus de 20 ans. On est concrètement une trentaine de personnes basées à Paris. On a un scope d'action national, hein, du coup. Et donc, nos métiers, ça va être d'outiller. Donc, il y a plein de ressources sur l'économie sociale et solidaire, mais en général sur notre site web, et tout est gratuit. On anime des réseaux de professionnels sur l'ESS. On accompagne avec des programmes d'accompagnement en direct. On est opérateur du dispositif local d'accompagnement de l'ESS au niveau national et on est aussi financeur en tant qu'organisme intermédiaire du Fonds social européen plus au niveau national sur les enjeux d'ESS, sans surprise. Voilà. Donc, on va plutôt vous faire un petit retour côté avis sur, voilà, sur les liens à faire avec les dispositifs et programmes d'accompagnement. Peut-être commencer par quelques messages clés hein, qui vont, ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant. Mais se faire accompagner, forcément, c'est très important, surtout quand, enfin, également pas que, mais également quand ça va pas. Et c'est peut-être là où c'est le plus compliqué hein, de détecter les besoins, comme Maxime Trinquet le disait un peu plus tôt. Lorsqu'il y a des signaux faibles, c'est là où il faut intervenir, avoir un appui auprès de l'équipe de direction
pour identifier, essayer de remonter la pente avant qu'il soit trop tard entre guillemets. Voilà, donc en un mot, ne pas rester seul avec, ces difficultés, en s'appuyant sur, plein de choses qui existent. On va vous les présenter, juste après, pour essayer de renforcer la robustesse des organisations et pas que dans des, voilà, dans des sillages de développement, de croissance, de changement d'échelle. Il y a beaucoup de choses qui existent pour renforcer la robustesse des organisations. Et donc le message clé, c'est de pas rester seul de votre côté aussi en tant que partenaire, public, lorsque vous êtes en face de structures, de dirigeants, de l'ESS en difficulté, mais de s'appuyer sur cet écosystème et bien sûr, l'autre message clé, bah, c'est que la vitesse, d'exécution et de réorientation, elle est clé, hein, puisque sur ces enjeux de difficulté, des fois, ça peut se jouer à quelques jours, à un mois, si on est dans une situation, très critique et donc le plus tôt on réoriente, le plus tôt on maximise les chances que la, structure puisse parfois, survivre. Donc, qu'est-ce qui existe? Alors, il existe des programmes d'un point de vue, nationaux, dont le DLA, le dispositif local d'accompagnement que vous connaissez peut-être, qu'on opère, côté Avis, qui est, un dispositif, public. Donc il y a une réponse sur tous les départements, et régions de France et qui vise à accompagner la consolidation de structures de l'ESS et donc voilà, c'est un point d'entrée pour plein de sujets, y compris pour détecter, les projets, les structures, qui peuvent être en situation de difficulté ou qui commencent à avoir des signaux faibles, où il est nécessaire de restructurer. Il y a aussi d'autres dispositifs, hein, Prévasso, porté par le mouvement associatif, qui a été, lancé plus récemment que le DLA, qui accompagne les associations forcément employeuses, qui, traversent une période de crise, notamment financière et qui sont menacées à court terme, hein. Le dispositif a été créé, pour ça. Sachez également que, l'UDES, donc l'Union, des employeurs, hein, de l'ESS, a mis en place un dispositif aussi qui s'appelle SOS Employeur, qui est plutôt de l'échange pair à pair entre, dirigeants, dirigeantes, voilà pour échanger des bonnes pratiques, s'aider entre pairs, dans des situations de difficulté, notamment. Donc ça, c'est un autre angle d'analyse qui peut être intéressant de se dire, parfois c'est compliqué, d'amener la discussion. C'était un peu ce que vous disiez, pas forcément à l'aise pour parler du sujet avec des structures, ben, peut-être que passer par cet angle-là avec, des dirigeants qui parlent aux dirigeants, ça peut faciliter le fait de faire appel, bah, d'appeler à l'aide en fait, hein, tout simplement. Donc voilà, donc il existe différents dispositifs nationaux, hein, alors nationaux d'envergure nationale, DLA c'est partout, Prévasso et SOS Employeur c'est en train de se déployer, mais c'est pas encore, partout. Mais donc la cartographie, hein, qu'on vous présente vous permet d'y voir, un petit peu plus clair, là-dessus et aussi en fonction, bah, du niveau, de situation par rapport au contexte de crise dans laquelle la structure, peut se trouver. Puisque quand on parle de crise, en fait, côté Avis, on analyse ça de manière un peu séquentielle entre anticiper, prévenir. Enfin voilà, il y a différentes actions, hein, à mettre, en face, anticiper, prévenir, faire face aux difficultés, gérer le moment de crise, hein, autour de la cessation de paiement et la suite, le rebond puisque, l'idée c'est quand même de s'en sortir et de rebondir après. Et ça demande une ingénierie d'accompagnement particulière, d'où, le fait qu'il y a des solutions spécifiques, qui existent. Donc vous voyez que là, les dispositifs répondent différemment et il y a forcément une zone de coopération au niveau des territoires renforcée autour de la gestion de la crise, hein, c'est le point dur et c'est là où il y a besoin de s'articuler de manière, très rapide et donc voilà, à chaque fois, c'est la même cartographie que vous voyez, mais présentée de manière différente. C'est un outil d'aide à la décision et à la priorisation, et à la réorientation, pour vous, hein, qui est, disponible, sur le site de la l'AVIS qu'on peut vous envoyer. Et donc vous voyez aussi, quel dispositif peut être utilisé en fonction de différents critères, les critères d'éligibilité, les statuts éligibles, hein, puisque forcément Prévasso, bah, c'est pour les associations, par définition, là où le DLA peut intervenir de manière plus large et SOS Employeur aussi. Donc voilà, ça vous permet d'y voir un peu plus clair, les durées des parcours, qu'est-ce qu'il y a derrière, pour mieux orienter, plus rapidement orienter, des, entreprises de l'ESS auprès de, dispositifs d'ingénierie d'accompagnement dédiés à l'ESS, hein. Je ne l'ai pas dit, mais effectivement, là, on est sur des dispositifs qui, sont designés, conçus pour répondre à des enjeux d'économie sociale et solidaire.
Il existe d'autres dispositifs que vous connaissez peut-être, hein. Donc là, j'étais sur le national. Au niveau des territoires, il y a des solutions aussi qui se mettent en place et c'est tant mieux. Donc là, notre cartographie, fait pas l'exhaustivité de tous les dispositifs, qui existent sur tous les territoires, mais on a remis quelques-uns ici, qui ont soit une envergure, sur, plusieurs régions, soit qui ont une communication d'envergure nationale. Voilà, donc ça permet de clarifier, qui fait quoi, qui est où, qu'est-ce qui existe, voire d'inspirer la mise en place de nouveaux dispositifs et donc vous voyez qu'il y a aussi d'autres dispositifs, certains portés par France Active, en région, d'autres par des acteurs de l'accompagnement, plutôt territoriaux ou nationaux, hein, Make Sense, Ticket for Change au niveau national, Atis, Rhône-Alpia, Intermed qui sont des acteurs de l'accompagnement, territoriaux dédiés à l'économie sociale et solidaire. Voilà, mais qui fait quoi, en fonction de quels critères? Je ne vais pas, tout présenter ici, hein, ce serait trop long. C'est juste pour vous montrer qu'il existe cet outil afin de s'y repérer et de savoir, vers, qui vous pouvez, réorienter, les projets en difficulté, que vous rencontrez. À côté de ça, donc là, j'étais concentré sur les dispositifs dédiés, économie sociale et solidaire. Il y a aussi les dispositifs de droit commun. Benjamin a commencé à en parler. Là, je vous partage ce document de, la BPI, hein, la Banque publique, d'investissement, avec des sources issues de la Banque de France. Voilà, on a parlé déjà un petit peu de ces questions de, différentes procédures amiables collectives qui, en gros, se scindent entre, avant la cessation de paiement et ou après la cessation de paiement. Peut-être la première info et c'est pour ça que j'ai mis ce diagramme, hein, qui est intéressante, c'est que, bah, ça fonctionne. Le fait de se faire accompagner, hein, procédure amiable, l'étude de Banque de France montre qu'on est sur 110 de réussite, à la sortie et procédure de sauvegarde, 60 de réussite, à la sortie. Donc voilà, ne pas rester seul encore une fois, faire appel à ces dispositifs, c'est utile. C'est pas forcément facile, hein, d'appeler le tribunal, pour un dirigeant, dirigeante. D'ailleurs, on va aller assez vite, hein, encore une fois, sur ce sujet, mais le second webinaire qu'on a fait à destination des accompagnateurs, va vraiment plus dans le détail là-dessus. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, voilà, il y a beaucoup plus de contenu dans le webinaire du 31 mars qui est disponible en replay, et qui vous permet de mieux comprendre ces notions-là, ces enjeux. Et il y a aussi des interventions d'experts, de mandataires judiciaires, voilà, pour mieux comprendre les subtilités, comment ça fonctionne tout ça, plus en détail. Après, là, l'idée, c'était pas de faire de vous des experts, du sujet, mais plutôt encore une fois, de réorienter vers les bons acteurs et ça peut être un peu vertigineux, hein, quand on voit toutes ces procédures, quand on voit tous les acteurs qui existent derrière. Donc ça, c'est la cartographie des acteurs, de droit commun, au niveau national sur, les enjeux de difficultés qu'on a répertoriés ici. Toujours sur anticiper, prévenir, faire face aux difficultés, gérer la crise, rebondir. Mais voilà, qui contacter, comment, quand, c'est un peu vertigineux pour les porteurs de projets et peut-être, pour vous aussi. Donc l'idée là, voilà, c'est de pouvoir vous aider à recenser, qui contacter, dans quel cas, puisque, voilà, si on est avant la session de paiement, après la session de paiement, c'est pas forcément les mêmes interlocuteurs, hein. Les commissaires, restructuration et prévention, bah, ça peut être intéressant de les faire intervenir assez tôt, hein, dans l'équation si vous détectez des signaux faibles, hein, les signaux faibles dont a parlé Maxime, tout à l'heure. Si on est sur une question de négociation, de crédit, négociation de dette, URSSAF, ce genre de choses, bah, médiation du crédit, ça peut être intéressant. Donc voilà, vous avez plein d'acteurs autour de la table qui sont là pour accompagner les structures, y compris de l'ESS, hein, c'est parce qu'on est une association qu'on n'a pas le droit, de faire appel à ces, dispositifs de droit commun. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Et donc ici, je remets l'autre, version, hein, de cette cartographie, donc toujours les mêmes acteurs. Mais de manière détaillée, qui fait quoi, quand est-ce qu'on peut les contacter, en fonction de quels, voilà, qui sont les critères d'éligibilité, hein, pas en cessation de paiement pour la médiation des entreprises, par exemple, les tailles de structure éligibles, les échelons territoriaux. Donc, voilà, je vais pas tout présenter, mais vous avez ici pas mal d'informations et c'est un peu on l'a conçu comme ça, en tout cas, comme un outil à avoir sous le coude, sous la main, d'aide à la décision. Comme ça, quand vous recevez une structure et que vous commencez à parler de difficultés, sans être un expert, bah, vous pouvez manier cet outil à côté de vous, pour porter à connaissance et vite contacter les bons interlocuteurs autour de vous, pour aider la structure à faire face, aux difficultés. Donc voilà, c'était un peu un teaser, qu'on assume. Si vous voulez aller plus loin, bah, il y a les webinaires, hein, déjà effectivement, qui vont plus dans le détail sur ces enjeux-là, avec des témoignages d'experts.
Vous avez la ressource que je vous ai présentée, hein, qui est au milieu, la cartographie des dispositifs dédiés ESS ou droit commun, les 2. La ressource de BPI France, hein, le lab qui est intéressante et puis, sur la gauche, hein, la boussole de l'ESS qui a été préparée par la délégation ministérielle à l'économie sociale et solidaire, qui est un peu la bible sur le sujet, s'orienter, dans la gestion des difficultés. Donc ça, c'est très complet, vous avez beaucoup de ressources, si ça vous intéresse d'aller plus loin, là-dessus. Voilà, j'en ai fini pour ma partie et donc pour la partie plutôt terrain, témoignage et cellules, je cède la parole à Stéphanie. Merci beaucoup, Miguel. Donc, Stéphanie Vinamosic, je suis la conseillère de Maxime Baduel, le délégué ministériel à l'économie sociale et solidaire. Donc, on a voulu vous donner des éléments assez globaux et attirer votre attention sur l'existence d'une cellule nationale avec une déclinaison territoriale qui sera présentée par la suite par les Pays de la Loire. L'idée, c'est de vous montrer que sur cette situation partagée, de constats partagés, de difficultés, des structures de l'ESS qui sont liées à différents facteurs, mais notamment en lien fort avec la crise budgétaire que l'on subit tous. L'idée, c'était, comme on l'a un petit peu évoqué, de ne pas rester seul et de chercher comment est-ce que collectivement on peut trouver des solutions. Donc voilà, au niveau de l'État, des services de l'État, effectivement, la situation budgétaire nous donne peu de marge de manœuvre pour trouver des solutions au niveau budgétaire, mais il existe énormément de solutions d'accompagnement qui sont de droit commun ou spécifiques à l'ESS. Et donc, la délégation ministérielle à l'ESS a créé une mobilisation autour d'une cellule nationale qui s'appelle la cellule de liaison et d'accompagnement, qui met autour de la table un certain nombre d'interlocuteurs que je vais vous présenter par la suite. Et l'objectif principal, c'est de pouvoir donner une vision objectivée de la situation qu'on rencontre au niveau des structures de l'ESS. Et donc, avec les données de l'URSSAF qu'on récupère tous les trimestres, on peut faire un suivi des données sur la masse salariale, sur la sinistralité des structures, pour pouvoir donner une vision très précise des difficultés qui sont rencontrées. Le deuxième objectif, c'est de pouvoir mettre en articulation les dispositifs de droit commun et tous les dispositifs de l'ESS et donc de pouvoir identifier ce qui existe et ce qui serait nécessaire de mettre en place. Le troisième objectif, c'est de pouvoir identifier les risques systémiques ou les risques sectoriels qui existent pour notamment essayer d'activer des plans d'urgence. On a notamment fait un focus sur la petite enfance, qui n'est pas un secteur le plus en sinistralité, mais la Caisse nationale d'allocation familiale à nos côtés a voulu mettre un point sur le sujet de la petite enfance et le lien avec les structures de l'ESS. Donc voilà, on veut aussi avoir des approches sectorielles pour pouvoir travailler de façon structurelle les sujets. Et après, on a un point de lien et d'accompagnement en direction des cellules territoriales qui vont vous être présentées, qui sont portées par les correspondants ESS en lien avec les CRES. Donc, elles sont souvent au niveau des secrétariats généraux des affaires régionales. Et l'idée, c'est que cette cellule nationale puisse impulser, mobiliser des dynamiques et que les cellules régionales soient vos interlocuteurs de proximité pour pouvoir trouver des solutions. Et du coup, on va vous donner des éléments. Et sur la slide d'après, l'idée, c'était de vous montrer à peu près le tour de table de cette cellule nationale. L'idée, c'est que dans les territoires, il y ait une déclinaison de ces interlocuteurs-là. Donc, du coup, on a tout l'écosystème de Bercy avec le Trésor, la Direction générale des entreprises, les différents outils des médiateurs des entreprises, médiateurs du crédit, les grands acteurs publics autour de la CNAF, de nos partenaires traditionnels de différents ministères, et bien entendu la GEPA, les régions, etc. Et après, on a toutes les têtes de réseau qui sont présentes et donc qui sont là aussi avec nous aujourd'hui. Et les financeurs de l'ESS, donc les banques publiques et différents acteurs bancaires. Donc, encore une fois, l'idée, c'est vraiment de faire un tour de table large pour pouvoir partager, alerter sur les difficultés et collectivement trouver des solutions. Et donc, le pendant territorial, c'est vraiment dans les régions que ça se passe. Et du coup, je passe la parole à Morgane et à Chloé pour vous donner une illustration concrète de ce qui se passe autour de chez vous.
Bonjour à tous. Je suis Morgane Le Tourneau, la référente ESS pour la DRETS des Pays de la Loire. On s'est un peu organisé avec Chloé Duré, la directrice de la CRES, pour que moi je reprenne la partie institutionnelle et que Chloé vous complète mes propos avec la partie plus opérationnelle, en prise avec les difficultés des structures. Sur la partie administrative, honnêtement, pas de surprise quand la ministre avait sollicité les territoires pour qu'on mette en place une cellule territoriale. On a la chance en Pays de la Loire d'avoir déjà des départements qui sont extrêmement bien structurés avec une représentation départementale. Donc la cellule régionale, elle rassemble ces fameuses représentations départementales en associant les partenaires vraiment naturels que sont la Banque des Territoires, le Conseil régional, bien évidemment SGAR et Drages, mais aussi l'UDES, toute tête de réseau, en fait, et collectivité, toute tête de réseau qui lève la main et qui se dit intéressé, mobilisé sur les difficultés des structures de l'ESS. Concrètement, c'est une réunion par trimestre où on fait un peu la météo des structures. Comment est-ce que ça va dans les réseaux? Quel est le niveau ou les typologies de difficultés rencontrées? Et surtout, on fait aussi le tour des initiatives territoriales qui sont menées dans chacun des départements. On a des choses très hétérogènes. En Sarthe, on peut avoir un rapprochement très efficace qui a été fait avec le président du tribunal aux activités économiques, tout en trouvant, par exemple, en Mayenne ou sur le 44, plutôt une aide psy qui est proposée aux dirigeants. Donc, vous voyez des typologies de soutien qui sont complètement différents et ça, c'est hyper OK. Chaque département prend la main sur les solutions. L'idée de la cellule régionale, c'est plutôt de mettre à jour les initiatives et pouvoir faire un update à chaque fois qu'on se retrouve. À l'occasion de la dernière cellule, on a eu le témoignage et l'offre de service du médiateur national des entreprises qui est venu expliciter son offre de service et bien montrer comment est-ce que les structures de l'ESS pouvaient s'en saisir. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ce témoignage nous a ensuite donné envie d'aller reproduire l'exercice pour les cellules suivantes en invitant la Banque de France et ou l'URSSAF, mais vraiment remettre au cœur de l'écosystème ESS des acteurs que l'on a sûrement trop tendance à voir dans un écosystème fait pour l'économie conventionnelle et sur lequel il faut vraiment qu'on raccroche les wagons. Encore 2 petites secondes et j'ai fini. Après, je te passe la parole, Chloé. L'objectif, c'est pas tant, nous, on n'a pas de difficulté dans la mobilisation des acteurs. Tout le monde répond très présent, a des choses à dire, ça, pas de problème. La difficulté qu'on rencontre, c'est comment est-ce que on peut monter en compétence les réseaux territoriaux parce que c'est eux qui sont en prise avec, en première ligne avec les structures. Et comment est-ce que nous, à la DRETS, qui avons un écosystème économique, CRP, etc., fait pour répondre à des difficultés de l'économie conventionnelle, comment est-ce qu'on arrive à embarquer l'écosystème ESS dans cet écosystème, dans ces rails qui sont trop faits pour l'économie conventionnelle. Pour illustrer un peu concrètement ce que vient de dire Morgane, au démarrage de l'apparition de difficultés dans notre région, on a voulu d'abord identifier la nature et la peur des difficultés. On a d'abord créé un outil de remontée d'informations sur la situation. Cet outil qui s'appelle Télescope, il vient alimenter la cellule de veille sur des cas de terrain assez concrets, en fonction des secteurs, en fonction des tailles de structure, de leur statut, etc. Donc, nous qualifier un peu mieux la nature des difficultés. Mais comme le disait Morgane, on avait aussi besoin de faire monter en compétence l'écosystème au sens large, à la fois les réseaux de l'ESS, qu'ils soient sectoriels, territoriaux, labellisés Guidasso, etc., mais aussi tout l'écosystème public-parapublic qui gravite autour, ne serait-ce que pour savoir détecter les signaux faibles dont il a été question tout à l'heure, les risques, et puis orienter de manière la plus efficace possible vers les bonnes solutions.
L'enjeu, il est vraiment que des dirigeants ou dirigeantes qui sont en difficulté, on les balade pas de porte en porte 15 000 fois. Ils sont déjà souvent en situation d'épuisement, donc on risque de les épuiser encore plus à les balader vers différents interlocuteurs. Donc l'enjeu, il est à la fois d'avoir une bonne analyse de la situation qui est la leur, de leur degré de difficulté, de la nature des difficultés pour leur prescrire le meilleur interlocuteur, le meilleur dispositif. Voilà. Et donc, on est en train de mettre en ligne, et ça devrait être fait d'ici un mois, un outil d'autodiagnostic et d'orientation qu'on est en train de construire collectivement, puisqu'on s'est bien rendu compte que, en fait, faire un outil d'autodiagnostic où le dirigeant fait face tout seul à son ordi, ça peut être une bonne planque, voilà. Et en même temps, il a besoin d'un regard extérieur, de confiance, neutre, qui va l'aider à faire les bons choix. Et aujourd'hui, on voit que la question du réseau et de la confiance est un élément décisif dans le fait que les dirigeants et dirigeantes n'arrivent pas trop tard vers les membres de la cellule de veille et donc puissent se sentir suffisamment à l'aise pour interpeller quel que soit le membre sur un appui nécessaire et donc être ensuite bien orienté, bien conseillé. Merci à vous deux et je pense qu'on peut passer à la partie 4 sur, la partie comment mieux prévenir les difficultés et je crois que c'est Maxime Traclet qui reprend la main. Tout à fait. Donc les points clés que je vais aborder ici, donc je reviens un petit peu sur les notions que j'ai développées précédemment. Donc je vais revenir sur les trois grands besoins économiques et financiers à distinguer. Ces trois grands besoins, on les retrouve pour toutes les structures de l'ESS. Là, j'ai également parlé un petit peu de trésorerie, donc ce que je vous disais tout à l'heure, la partie immergée de l'iceberg, émergée, pardon, de quoi on parle en fait quand on parle de trésorerie. Et en fait, en fonction de ces situations, donc par exemple celle que j'ai citée tout à l'heure, les trois grandes situations dans lesquelles sont les structures, quelles solutions sont adaptées. Et à ces titres-là, je ferai un petit focus sur la meilleure des préventions, qui est la constitution de fonds propres, qui, encore une fois, pour toutes les structures et notamment les associations, est essentielle. Donc, pour parler rapidement, donc c'est le point compta du moment, donc de la présentation. Donc, qu'est-ce que quand on parle d'état économique et financier, de quoi on parle quand on parle d'une structure? Donc, il y a cette vision économique qui est la vision compte de résultat. Ici, c'est les charges de fonctionnement, c'est les dépenses courantes de la structure qui sont liées à l'activité et à un événement en cours. Donc, c'est tout ce qui est frais, par exemple, de loyer, d'électricité, les salaires. Donc c'est vraiment lié à l'activité courante. Ensuite, vous avez à côté de ça les dépenses qui sont liées les dépenses d'investissement. Donc ça ici c'est l'utilisation qui est supérieure à un an. C'est par exemple des gros travaux sur un déménagement, sur la création d'un logiciel aussi, sur des équipements numériques, l'achat d'un véhicule. Donc c'est une dépense qui se fait sur le long terme. Et enfin, vous avez des situations qui sont liées, des besoins qui sont liés au BFR. Donc, les besoins en fonds de roulement, c'est un décalage de trésorerie. Je reviens juste après la distinction enfin, le lien entre compte de résultat et BFR. En fait, c'est des mouvements financiers qui ne se produisent pas au même moment. Vous pouvez toucher une structure associative peut par exemple toucher une subvention 50% au démarrage de son activité et 50% à la fin de son activité ou sur la fin de, je ne sais pas, un projet, un événement. Et en fait, ça, souvent, ça crée un décalage. J'y reviens encore une fois juste après. C'est les délais d'encaissement qui créent ces décalages-là. Alors, pardon, c'est inversé en dessous, mais vous avez différents types de BFR. Vous avez des BFR qui sont conjoncturels. Généralement, c'est des solutions de court terme qu'il faut ici. C'est des décalages qui sont très passagers. Vous avez parfois des BFR qui sont structurels, qui sont liés à l'activité, enfin, par exemple, saisonnière ou plus largement, en fait, des décalages qui sont vraiment liés à l'activité. Ici, c'est plutôt des solutions de long terme, donc les capitaux propres qu'il faut solliciter. Donc pour la slide suivante, je vais illustrer très rapidement en fait le compte de résultat et la trésorerie. Donc le compte de résultat, c'est la vente et la bien d'un service par exemple ou une subvention. Mais ça ne dit pas le moment. Donc la structure peut en fait vendre un bien, mais ça ne dit pas à quel moment elle va être payée par exemple. La trésorerie, ça elle le dit, c'est l'encaissement et le décaissement des produits et des charges. Ça, cet écart entre le moment où la structure vend et le moment où elle encaisse réellement la vente, cet écart exprimé en temps, c'est le cycle d'exploitation, et exprimé en argent, c'est ce qu'on appelle donc le BFR. Et ça, c'est extrêmement important parce que
généralement, les structures, quand elles se disent en difficulté souvent, ça peut être juste lié à une saisonnalité, ça peut être lié à juste des décalages de subventions. C'est pas une difficulté en tant que telle, dans le sens où c'est pas structurel, c'est pas des déficits qui s'accumulent du fait d'une activité qui n'est pas à l'équilibre ou qui a des charges qui sont structurellement trop élevées. L'exemple que je donne juste en dessous, alors je vous laisserai y revenir, hein, je vais pas le présenter ici, mais souvent c'est voilà une structure qui touche un acompte de 50% au démarrage de son activité, et en fait elle doit, entre le moment où elle touche cette subvention de 50% et le moment où elle touche le reste en fin d'activité, en fin de projet, elle doit décaisser, paiement des salaires, paiement des loyers, paiement de l'activité. En fait, à la fin, par exemple le mois 2 ici qui est illustré, ou surtout le mois 3 qui est la fin de l'activité, elle se retrouve avec un trou de trésorerie. Et donc, si dès le départ, elle avait eu, donc là, le trou, il est de 9 000 euros. Si dès le départ, elle avait eu ces 9 000 euros, ces 10 000 euros, elle aurait pu effectivement avoir, enfin, elle aurait pu ne pas se retrouver en difficulté, ou en tout cas, ne pas faire appel à des solutions ce qu'on appelle le court terme, ce qui arrive généralement quand c'est des structures qui ne prévoient pas suffisamment ça. On a des structures qui vont effectivement aller chercher des solutions de court terme, et ces solutions, elles sont très chères, elles sont très coûteuses généralement, alors qu'en fait, ça peut se prévoir. Et donc, j'y reviens juste après. Donc, pour la slide suivante. Donc, comme je le disais, il y a des difficultés qui sont conjoncturelles et des difficultés qui sont structurelles. Une cause des structurelles, donc les trois cas que je vous présentais, en début de webinaire. Vous avez des causes qui sont financières, un BFR qui est trop important, des causes économiques, des pertes de rentabilité qui sont accumulées au fur et à mesure des années, ou de base en fait, des accumulations qui se font du fait de l'inflation, ou conjoncturelles, des conflits ou des contentieux dans les organisations, mais aussi des retards dans les subventions ou du paiement d'un client. Ça arrive assez régulièrement. C'est pas en soi une difficulté qui est forte, c'est pas une difficulté qui doit faire appel à une solution type renforcement de capitaux propres. Là, ici, des solutions de court terme, c'est amplement suffisant. C'est sur les solutions structurelles qu'il faut vraiment intervenir, où la structure, là, pour le coup, elle est vraiment en difficulté. Donc, les trois, encore une fois, situations que je vous présentais différemment. Donc, pourquoi c'est important ce diagnostic? Parce que derrière, ça va influencer le choix et la solution financière à mettre en place. Donc ça, j'y viens juste après, avec un exemple ici. Donc là, ici, je suis allé chercher une cause structurelle, mais non grave. C'est l'effet de saisonnalité. C'est une activité qui est, par exemple, une association sportive qui, du fait de son activité ici, c'est un club sportif local qui propose des activités sportives en mer et sur terre. Généralement, ça, c'est des activités d'été ou de printemps. En hiver, il se passe rien, mais la structure, elle doit quand même payer des salaires, elle doit quand même bien évidemment assurer quand même une activité en hiver, mais qu'il y a un pic d'activité en été, ensuite il n'y a plus rien. Donc ça, comment ça se caractérise concrètement dans la trésorerie? Donc c'est la slide juste après. Donc vous avez ce cas ici qui est illustré. En fait, vous voyez que les encaissements, vous avez des premiers encaissements sur les premiers mois. Donc là, la structure vend, elle encaisse, tant mieux, avec des subventions qui arrivent dès le départ, au mois 1 et mois 3. Ensuite, vous avez une activité qui commence au mois 4 et à mois 5, voilà, ça attire des participants, mais c'est petit à petit, c'est un peu le trou ici, mais il n'y a pas forcément de charges, les charges sont linéaires, les loyers, etc., qu'elle doit payer, bah, ça continue, ça reste, mais vous voyez qu'au mois 7 et au mois 9, ici, vous avez un solde accumulé, où en fait, la structure, là, elle a payé trop de loyer et elle n'a pas pu encaisser suffisamment derrière, puisqu'il n'y a pas eu forcément d'activité. Et donc là, il y a un trou de trésorerie. Et donc c'est ça qu'il faut financer. Et ça, en soi, ici, elle peut aller chercher des solutions de court terme, c'est pas grave. Voilà, c'est juste un petit trou de trésorerie que vous voyez entre le mois 7 et le mois 9. Ici, c'est 2 mois et en termes de solutions, et c'est amplement suffisant. Donc la suite derrière, donc c'est ce que je vous dis juste après. Donc c'est des crédits de court terme ici, c'est possible. On peut aussi renforcer les capitaux permanents, bien évidemment, mais c'est pas forcément une situation qui nécessite de renforcer les capitaux propres. Les cas où il faut renforcer les capitaux propres, c'est les slides suivantes. Pourquoi c'est important en fait d'avoir des capitaux propres? Alors là, je reviens rapidement dessus. C'est des ressources qui sont durables, qui ont vocation à rester dans la structure à long terme. C'est des ressources qui n'ont du coup pas vocation à être remboursées, à la différence des autres ressources de bilan, par exemple tout ce qui est dette financière à court et moyen terme, tout ce qui est dette fournisseur, fiscale, etc. Ça a une vocation à être remboursé. Ces solutions de capitaux propres, elles n'ont pas vocation à être remboursées, elles restent au sein de l'organisation, et donc ça lui permet d'assurer un matelas de sécurité. C'est ce que je mets juste à droite. À quoi sert ce matelas de sécurité? C'est en gros une allocation qui est globalement libre au choix de l'association ou même de la structure en tant que telle. Elle peut donc l'utiliser pour à la fois couvrir ses risques en cas de déstabilisation du modèle économique. Si elle a 10 000 euros dans sa trésorerie qui sont assurés qu'elle ne doit pas rembourser, à ce moment-là, elle les a toujours 10 000 euros dans sa trésorerie. Et donc, sur le cas de BFR, par exemple, bah,
elle a 50% à payer elle touche 50% d'une subvention, mais vous voyez que le décalage s'opère, ça baisse. Et en fait, au bout de 7-8 mois, elle a quand même ce matelas de sécurité dans lequel elle peut aller chercher de l'argent, dans lequel elle peut directement aller chercher dans sa trésorerie, qui la met pas en difficulté, qui nécessite pas d'aller chercher des solutions de court terme coûteuses. Ça peut également couvrir les besoins courants de l'association, mais ça peut aussi assurer à l'association une certaine autonomie dans ses choix de développement. Ça lui permet de financer des nouveaux projets, de sécuriser aussi une phase de transition stratégique, et ça peut aussi faire effet de levier, puisque, comme on l'a présenté, enfin Benjamin vous l'a présenté au début, il y a aussi côté difficulté, une reconnaissance qui est liée beaucoup aux capitaux propres, quand il y a une reconnaissance de difficulté. Donc le ratio dette capitaux propres, s'il a des fonds propres, elle a des fonds propres qui sont suffisants, alors ça repousse forcément le ratio de difficulté. Améliorer les capitaux propres, les fonds propres, c'est forcément la structure derrière, elle se retrouve avec des ratios qui sont meilleurs. Donc c'est ce sur quoi j'insiste juste après. Donc comment on peut les consolider pour une collectivité? Vous avez bien évidemment la subvention d'investissement qui en fait permet de renforcer c'est considéré comme des quasi-fonds propres côté comptabilité et ça permet du coup de effectivement renforcer les ratios. Ça peut être utilisé pour de l'investissement, ça peut être également pour renforcer la structure financière. Donc ça c'est très important pour une organisation et surtout pour une association d'avoir des subventions d'investissement. Il y a aussi la constitution de réserves, il y a des excédents. Donc ça, pour une collectivité, c'est autoriser l'association à conserver un excédent si celui-ci est expressément indiqué dans la convention signée entre les parties. Et donc, je reviens aussi également juste après, mais constituer des réserves, constituer des excédents, ça permet à la structure d'assurer encore une fois de constituer un matelas de sécurité qui lui permet effectivement de faire d'avoir cette sécurité en cas de difficultés passagères ou plus structurelles. Il y a ensuite des méthodes qu'on pourrait appeler plutôt indirectes, les conventions pluriannuelles d'objectifs. Ça donne de la visibilité aux gérants sur 3 ans, ça permet de stabiliser les ressources et rassurer les financeurs, donc développer potentiellement plus de financement aussi, puisque la structure à 3 ans, elle a une visibilité sur son compte de résultat, donc forcément, ça rassure aussi. Voilà, l'activité dans 3 ans, elle est assez régulière, donc elle peut aller chercher à la fois des solutions de dette, mais aussi des solutions un peu plus globales, un peu plus structurelles, des apports associatifs aussi. Alors ici, bien évidemment, c'est de la mise à disposition. Pourquoi c'est indirect? Parce que une mise à disposition d'un local ou autre, ça permet de ne pas engager certaines dépenses type loyer. Donc ça ne permet aussi de dégager potentiellement en fin d'année des excédents, davantage d'excédents, ou en tout cas de ne pas avoir à investir. Et il y a aussi des prêts consentis aux associations ou via France Active, bien évidemment. Donc là, ici, c'est des fonds de prêts territoriaux France Active, mais une collectivité peut également faire des prêts à des structures si elles respectent certaines règles que je mets ici, sur lesquelles je reviendrai pas forcément. C'est dans ma présentation un peu plus globale. Donc l'importance des excédents ici, pour revenir rapidement dessus. Donc si une structure n'a pas d'excédent, ça, comme je le dis, ça ne permet pas de renforcer ses fonds propres. Les excédents, je le rappelle, ils vont en réserve, et donc c'est les fonds propres, c'est la partie fonds propres dans les associations. Si elle n'a pas de fonds propres, elle n'a pas de capacité d'autofinancement. C'est ici un indicateur qui est calculé par les financeurs et qui permet de dire à une structure, bon, vous êtes en capacité ou non d'avoir tel ou tel emprunt, quoi. Derrière, c'est perçu par trop risqué par les financeurs, et donc souvent c'est un risque de défaut qui est fort. Ça bride l'accès au crédit bancaire de moyen à long terme, donc ça lui permet pas d'investir en fait derrière, de se développer, d'innover. Donc seul l'accès au crédit court terme est possible, qui est lui très onéreux, donc ça augmente les charges de fonctionnement et ça permet pas de faire face aux délais de versement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de subventions et des aléas aussi, et ça augmente du coup le risque de situation de rupture de trésorerie. Donc là, il y a une réelle fragilisation du modèle, et c'est pourquoi à France Active, on insiste beaucoup sur le fait que les associations, les excédents, c'est possible. Alors forcément, ça marche pour toutes les organisations, ça, mais c'est d'autant plus vrai pour les associations où souvent on a un peu cette idée reçue de une association ne peut pas faire d'excédents, elle doit être toujours à liquide. Non, il est possible pour une association de faire des excédents. Les associations ont une gestion désintéressée qui certes exclut le partage des bénéfices, c'est ça la non-lucrativité, mais c'est quand même possible de faire un excédent. Et cet excédent, il est essentiel pour elle parce que, comme je le dis, ça assure une certaine sécurité. Et donc, je vous mets ici un texte de loi qui permet de un petit peu aussi recadrer, enfin de poser pourquoi c'est important pour une association et comment c'est possible aussi de laisser aux associations en fin d'activité une partie de l'excédent si sur ce qu'elle a pu se faire sur une subvention, puisque effectivement il y a une possibilité pour l'autorité publique de lui laisser une partie de cet excédent aussi. Peut-être la slide suivante. Maxime, je t'invite à Ouais, conclure. j'ai fini.
J'ai fini. Donc pour aller plus loin, je vous cite ici certains guides qu'on a pu publier donc côté France Active. Il y a également je vous enverrai également quelques articles sur ce sujet, des excédents qui encore une fois est essentiel pour ces organisations de l'ESS pour assurer leur sécurité à long terme. Bonjour à toutes et à tous, je crois que c'est mon tour. Je me présente rapidement, Baptiste Gourdou. Je travaille au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, à la JEPVA, et plus précisément au Bureau du développement de la vie associative. Donc, il y a pour mission notamment d'élaborer, de coordonner, de mettre en œuvre les politiques publiques de promotion et de développement de la vie associative. Notre bureau soutient également le développement territorial des associations en s'appuyant sur le Fonds pour le développement de la vie associative, donc FDVA, et les acteurs de l'accompagnement local. Outre la gestion du FDVA, ce pôle va définir et pilote la mise en œuvre des politiques publiques Guidasso et Certifasso en lien avec les fédérations associatives pour favoriser et simplifier la vie asso et l'engagement bénévole. Donc, je vais vous présenter rapidement aujourd'hui les outils qui peuvent vous être pratiques, notamment le guide de la subvention. Avant ça, je vous fais juste un petit mot rapidement sur Guidasso. Donc, je vous invite à renvoyer vers cet outil les associations qui peuvent rencontrer des diverses problématiques, des pertes de subventions, des difficultés de trésorerie, des problèmes organisationnels ou de gouvernance. Donc, à travers les points d'appui du réseau Guidasso, ils peuvent proposer des outils de diagnostic et de détection des signaux faibles, accompagner de façon personnalisée selon les difficultés, proposer des formations en gestion économique et financière aux dirigeants bénévoles, trésoriers ou salariés, et orienter vers les dispositifs spécialisés adaptés à la situation. Je vous mettrai le lien vers Guidasso et également vers le guide de la subvention à la fin de mon introduction. Donc moi, plus personnellement, je suis chargé des questions juridiques et fiscales. On va suivre notamment toutes les propositions, les projets de loi, les décrets relatifs aux associations, ainsi que la position de la France au sein de l'Union européenne sur le droit de la concurrence et les aides d'État, notamment. C'est notre gros sujet du moment. Donc pour revenir plus précisément sur le PowerPoint, sur le sujet d'aujourd'hui. Donc dans le guide de la subvention, euh, c'est un outil qui a été construit pour être assez synthétique, assez accessible, mais tout de même complet. Donc, il va se décliner en plusieurs parties. On va débuter par la définition de la subvention. Je vous ai mis quelques points sur la slide, quelques éléments aussi sur les slides suivantes. Je vais peut-être pas revenir sur tout. De toute manière, vous avez le replay. Vous pouvez directement aussi consulter le guide à la fin du webinaire. Mais voilà, je vous ai rappelé les points principaux, des critères qui sont issus de la définition légale de la subvention qui ont été introduites par la loi ESS de 2014. On a beaucoup d'éléments aussi qui sont issus de la circulaire Valls de 2015. Beaucoup d'éléments qui peuvent aider notamment à être rassurés sur l'utilisation de la subvention, notamment par rapport à l'utilisation de marchés publics. Michael, si tu peux passer à la slide suivante. Voilà, donc encore une fois, je vous ai remis quelques éléments. Tu peux passer à la slide suivante aussi. Je pense que c'est pas nécessaire. L'excédent raisonnable, bon, on vient d'en parler également. Voilà, pareil, je vous ai mis quelques éléments. Je pense qu'on peut passer, surtout qu'on est un petit peu pressé par le temps. Là, encore une fois, quelques éléments sur le seuil de 23 000 euros qui contraint l'utilisation de la convention s'il est dépassé. Tu peux passer à la suivante encore une fois. Donc voilà, plus précisément sur le guide de la subvention, pourquoi utiliser le régime de la subvention? Au sein du guide, il y a les bonnes raisons pratiques. On va avoir le fait de pouvoir choisir les activités financées, d'avoir une certaine souplesse dans la mise en œuvre de l'action publique, un contrôle plus étendu de l'action également, la possibilité de remettre en cause l'engagement financier si l'asso ne respecte pas ses obligations. On démontre aussi que c'est une technique juridique moins risquée, qui dispose de moins de motifs d'annulation, de moins de risques en matière pénale et statistiquement de moins de contentieux que le marché public. On vous place plusieurs conditions aussi d'une collaboration réussie entre associations et collectivités, etc., etc.
L'enjeu du moment, c'est la mise à jour 2026. Donc avec l'intégration des dernières obligations relatives à la réglementation européenne des aides d'État. Je sais pas du tout si tout le monde est au fait de ce sujet ou non. C'est un sujet qui va poser pas mal de problématiques. On l'a évoqué, je crois, tout à l'heure, Benjamin du RTES, un petit peu. Dans cette idée, on a essayé d'être le plus synthétique et complet dans la mesure du possible, si on peut dire ça, avec la création de nouveaux outils. Tu peux passer à la slide suivante, peut-être pour illustrer. Voilà. Donc ça, typiquement, c'est un schéma qu'on va introduire cette année dans le guide. Donc, qui a été réalisé en collaboration avec une collègue d'RVA, Adeline Moriconi. J'ai cru voir ton nom passer dans le chat tout à l'heure, donc je te passe le bonjour. Donc voilà, rapidement pour illustrer le type de contenu qu'on peut avoir dans ce guide, ou en tout cas dans la nouvelle version qui est à venir dans les semaines à venir normalement. Donc très rapidement, c'est un schéma qui illustre un petit peu la situation vis-à-vis de la qualification d'une subvention en tant qu'aide d'État ou non, puisque cette qualification va impliquer diverses obligations par la suite. Celle qui nous concerne cette année, c'est notamment la qualification en tant qu'aide de minimis qui va, qui va induire des obligations de transparence, donc via la déclaration de ces aides sur la plateforme aide d'État, une plateforme développée par la DGE pour réunir l'ensemble de ces aides. Donc en tant que partenaire public, en tant qu'organisme instructeur, financeur, c'est une des obligations qui apparaît cette année. Donc voilà, c'est un sujet qui est assez complexe, qu'on essaye justement comment dire, de simplifier, c'est un grand mot, mais en tout cas d'expliquer dans la mesure du possible. Je te laisse passer à la slide suivante également. Voilà. Et les derniers outils que je voulais évoquer pour potentiellement vous aider, que ce soit dans l'instruction classique de subvention ou c'est vrai qu'on s'éloigne un petit peu du thème des structures en difficulté, mais c'est les sujets qui, moi personnellement en tout cas, en ce moment, comment dire, sont assez brûlants. Donc voilà, deux circulaires, en tout cas une circulaire, un projet de circulaire qui devrait arriver pareil dans les semaines, mois à venir, dans le pire des cas. La première qui est déjà publiée, donc qui concerne, comme je viens de vous expliquer, les nouvelles obligations relatives aux aides de minimis, donc qui va présenter la plateforme, notamment les modalités d'inscription, de déclaration, etc., etc. Ce texte, il est déjà disponible sur Internet. Je vous ai mis la référence, le numéro, vous pouvez le trouver assez facilement. Et ensuite, en ce moment, il y a également un projet circulaire qui circule en interministériel, qui est là assez plus global, on va dire, relatif à l'application des règles européennes, qui va concerner donc un petit peu tout cet écosystème des aides d'État. De la première monture qu'on a pu consulter, ça a l'air d'être rédigé de manière assez pareille dans un souci de synthèse et de bonne compréhension pour tous les publics. Il devrait sortir très prochainement. Donc, pareil, je vous invite à consulter ce texte aussi si vous avez des difficultés sur le sujet. Ça peut être très utile. Et puis enfin, je vous mets le lien. Ah bah c'est bon, je vois que Céline l'a déjà fait dans le chat. Donc voilà, vous avez les guides. N'hésitez pas à consulter notre site association.gouv également, où il y a beaucoup d'articles qui sont publiés sur des thèmes divers et variés, que ce soit la fiscalité, la comptabilité, vous y trouverez aussi le réseau Guidasso, comme je viens de le dire, et le guide de la subvention. La version qui est en ligne actuellement, c'est la version de l'année précédente, donc qui ne contient pas encore toute cette mise à jour relative à la réglementation européenne.
Mais ce ne serait qu'une une question de semaine normalement. Donc voilà. Merci pour votre attention et je vous laisse avec le prochain intervenant. Merci Baptiste. Et donc là, on a deux intervenants pour terminer ce webinaire. En 10 minutes, deux interventions de témoignages. Et donc, je cède la parole à Mélanie Rosès. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis chef du bureau du partenariat associatif jeunesse et éducation populaire. Donc, nous octroyons des subventions dans une enveloppe assez modeste de 8,5 millions d'euros et à peu près 130 structures soutenues essentiellement en termes de volume financier en CPO. Donc voilà pour le cadre un peu global. Alors d'abord redire ce que Stéphanie a dit pardon, un peu plus tôt, c'est que effectivement nos capacités à agir sont modestes. Donc je veux juste prévenir le fait qu'il y aura peut-être pas d'effet waouh sur cette présentation rapide, mais néanmoins on a essayé de jouer sur les marges pour voir ce qu'on pouvait faire pour justement contribuer à cette préservation du secteur associatif et encore plus particulièrement évidemment de celui dont nous nous occupons plus spécialement, donc le secteur jeunesse et éducation populaire qui est particulièrement mis à mal, il faut le dire aussi. Alors, le premier point que je voulais poser en introduction, c'était de dire que de toute façon, en tant que financeur public, il y a toujours cette dialectique un peu compliquée entre soutien d'un côté, effectivement, on n'a pas envie de voir péricliter des structures, surtout quand on est convaincu qu'elles font du bon travail, et en même temps, on est aussi enjoint à des enjeux de préservation des crédits publics. On ne peut pas mettre en péril et utiliser à perte des crédits de l'État. Donc, il faut qu'on soit toujours dans cet équilibre-là. Alors, pour ce faire, donc, j'en suis arrivée en fonction, il y a un premier élément qui m'a semblé essentiel, c'est le fait déjà de pouvoir former les équipes à évaluer le risque. Donc, en fait, on analyse systématiquement la situation financière des associations qui candidatent à nos appels à projets. Et on a une personne qui a été recrutée, qui est dédiée à ça au sein du bureau. Mais il y a eu aussi une volonté de former. On est tous partis en formation, en même temps d'ailleurs, au sein du bureau pour avoir un vernis. L'idée, c'était pas de devenir de grands experts de l'analyse financière, mais d'avoir un vernis qui permet justement de regarder un bilan, de regarder un compte de résultat et de pouvoir s'apercevoir de difficultés éventuelles. Donc voilà, donc c'était rapidement pour cette vision-là. Donc je l'ai mis en vrac, mais grosso modo, c'est un peu s'expliquer tout à l'heure, ce qui a été expliqué tout à l'heure sur les enjeux de BFR, sur les enjeux de dépendance aux subsides publics, et puis également une vision interministérielle, mais j'en parlerai plutôt en conclusion. Donc, l'idée, évidemment, d'essayer à notre niveau d'améliorer les choses autant que faire se peut. Ce qu'on a constaté très vite, et ce que nous reprochaient les structures associatives, c'est le fait que nos financements, finalement, arrivaient assez tard. Et de fait, puisque nous sommes, nous, soumis à un calendrier budgétaire qui fait que nos instructions, on peut théoriquement les commencer que quand on a une enveloppe. Et même d'ailleurs, pour ouvrir un appel à projet, de la même manière, c'est compliqué de le faire si on n'a pas d'enveloppe. Ceci étant dit, on s'est un petit peu affranchi de ça. On a décidé de faire remonter dans le temps nos appels à projet. Donc, pour l'année N, en fait, on commence l'appel à projet à la toute fin de l'année N-1. Ce qui nous permet de gagner du temps en fait et de permettre aux associations de préparer finalement leur candidature. Du coup, on clôt plutôt sur l'année N les appels à projets. Donc là, typiquement, on les a terminés fin janvier cette année, ce qui est assez tôt. Avant, ils étaient terminés. On a fait ça progressivement, hein, mais il y a 3 ans, quand je suis arrivée en poste, on les terminait fin avril, ce qui forcément ensuite nous mettait dans une grande difficulté. On était dans la seringue et on avait du mal à clôturer avant même la clôture budgétaire. Donc voilà cet enjeu. Donc là, l'idée, c'était d'apporter des réponses aux structures associatives sous forme de notification. Bon, l'enjeu des conventions, c'est encore autre chose, mais au moins de pouvoir notifier avant la fin du premier semestre les associations pour qu'elles puissent faire valoir auprès de leurs institutions financières le fait qu'elles allaient recevoir des subsides de la part de l'État. Donc voilà, sur ce point, ça a l'air assez basique, mais voilà, encore une fois, je vous ai dit, il y aura pas d'effet waouh. L'autre enjeu qu'on a essayé de poser, c'est vraiment donc, au-delà de cette orientation usagée, de vraiment faire attention à ce que les assos nous disent et faire en sorte d'améliorer notre fonctionnement pour les aider au mieux.
Il y a aussi une demande de transparence et de proactivité qu'on fait aux structures, notamment lors des dialogues que l'on fait au moment des temps d'évaluation des conventions ou des rencontres que l'on a avec elles, et de nous dire vraiment de nous informer de leurs difficultés, finalement qu'on soit au courant quand elles anticipent des problématiques pour qu'on puisse éventuellement venir effectivement en appui. Et puis, un autre élément que l'on a mis en place, alors, je le dis un peu doucement parce que je crois que Bercy nous écoute, mais on a réussi à faire en sorte d'aller jusqu'à 4 années de subventions, dans le cas des subventions pluriannuelles. Donc, on a diversifié nos temporalités de financement, nos temporalités de conventionnement, et on va donc de conventions annuelles, et ensuite sur les pluriannuels, on va de 2 à 4 ans. Donc, et on a aussi cet examen qui se fait au regard de la solidité financière de l'association, de sa capacité aussi de réponse administrative. Donc, ce sont tous ces critères qui nous amènent à considérer qu'on a une situation favorable pour pouvoir conventionner sur une plus longue durée, ce qui effectivement sécurise l'association, mais sécurise aussi l'État qui prend moins de risques pour ses crédits. Donc voilà, pour ces éléments-là, je vais très très vite, hein, Et puis, ce sur quoi je voulais vraiment insister, c'est cette notion d'échange, et, ce que j'ai un peu résumé sur le pas de relation sans échange et pas de confiance en relation. C'est-à-dire il y a vraiment cet enjeu très fort, à la fois d'échange avec évidemment les acteurs associatifs, de les encourager, c'est ce qu'on fait nous, à ce que on n'a pas besoin de formaliser des temps. Voilà, sous forme d'une réunion en présentiel, on peut très bien faire une visio de 5 minutes, de 10 minutes, on peut très bien se passer un coup de fil, on peut très bien faire un mail rapide, voilà, on a des tas de solutions qui nous permettent finalement de rester en contact et de potentiellement être informés de situations particulières sans que ça vienne, voilà, emboliser encore davantage les agendas très chargés. À la fois du côté associatif et du côté État. Donc voilà pour l'aspect avec les associations. Et puis un autre élément aussi qu'on trouve essentiel, c'est le dialogue avec nos collègues des services de l'État, services financiers. Alors je le dis, je mets entre parenthèses, on est beaucoup plus faible sur les collectivités territoriales, pour pas dire plus, c'est-à-dire qu'on échange très peu, voire pas. Par contre, on essaie d'échanger avec les autres services de l'État financeurs pour s'échanger des infos sur l'état financier des associations, mais aussi sur la satisfaction qu'on a ou pas quant à la qualité du dialogue administratif, quant à la qualité des réalisations financées. Donc voilà, faire en sorte aussi d'avoir une forme de cohérence et des alertes partagées. Et on peut éventuellement se réunir sous forme de comités de financeurs lors de situations d'urgence pour essayer de voir quelles solutions on peut envisager, ou en tout cas au minimum avoir une interface de dialogue avec les structures associatives. Voilà, donc je ne me prononce pas plus pour les services déconcentrés parce que je pense que les situations sont extrêmement diverses et sont aussi fonction des moyens. Mais voilà pour nous, de façon encore une fois extrêmement rapide, ce qu'on essaie de faire à notre niveau, et peut-être rajouter quand même évidemment la dimension conseil, où on essaye aussi de se cultiver. On travaille beaucoup en relation avec le bureau dans lequel travaille Baptiste pour tous les enjeux effectivement de soutien et les différentes options que l'on peut conseiller aux structures associatives qui parfois elles ont peut-être un peu raison, nous considèrent un peu trop conseilleurs et peut-être pas assez payeurs. Voilà. Merci. Et du coup, je cède la parole pour la dernière intervention. On aura 5 minutes de retard, mais bon, on était 9 intervenantes au total. Et donc, Marie-Charles, je vous cède la parole pour le dernier Oui, témoignage. vous pouvez passer à la slide tout de suite parce que effectivement j'ai 2 minutes. Merci pour l'invitation. Donc Marie-Charles, donc je suis chef de service économie nouvelle et solidaire au département de la Seine-Saint-Denis dans la direction de l'insertion de l'emploi et de l'économie sociale et solidaire. Donc voilà. Donc pour aller directement sur le sujet qui nous concerne. Au département de la Seine-Saint-Denis, j'ai envie de dire, c'est pour ça qu'on avait mis les éléments chiffrés en fait pour comprendre un peu notre comment on est organisé, le tissu en fait socio-économique du département, puisqu'on est un département qui regroupe énormément de structures de l'économie sociale et solidaire dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Excusez-moi, je m'entends en double, donc du coup, ça me déséquilibre.
dans tous les secteurs, qui fait que je pense qu'on est un peu une sorte de caisse de résonance aussi de ce qui peut se passer en termes de dynamique territoriale et de la santé économique et financière en fait des structures de l'ESS qui nous permettent d'avoir une vision assez rapide un peu de comment du coup le secteur de l'ESS rentre en transition et quelles sont les difficultés qu'elle rentre. Et au département de la Seine-Saint-Denis, j'ai envie de dire, on a donc historiquement toujours appuyé en fait le secteur de l'ESS, mais ces dernières années, on est beaucoup rentré évidemment apporter des réponses en réaction avec les Covid. Dès le Covid, en fait, le département a débloqué beaucoup de soutien financier pour appuyer le secteur. Mais ces dernières années, en fait, ce qu'on a vraiment renforcé et grâce à notamment à la feuille de route que l'on a fait voter en 2024 où on a à la fois sanctuarisé les moyens financiers, donné en fait des nouvelles orientations notamment sur les questions d'accompagner les dynamiques filières en fait de l'ESS, mais ce qui nous a vraiment là, on a vraiment mis l'accent ces derniers temps. Alors je reprends un peu ce qui a déjà été dit, notamment par la collègue précédente. C'était vraiment de renforcer ce dialogue à la fois avec les structures, à la fois avec les partenaires. Donc, aux côtés, en fait, avec le volet financier et l'accompagnement de proximité que l'on a renforcé. Accompagnement de proximité, c'est renforcer en fait les financements des outils d'accompagnement, donc les dispositifs d'accompagnement qui sont déployés par nos partenaires d'ailleurs qui sont là, France Active, la CRES, Intereco. Mais aussi, on a, je pense, réussi cet exercice-là à pouvoir créer aussi une sorte vous pouvez passer peut-être à la slide, passer le cap on enlève un peu les craintes et les défiances qu'il pouvait avoir, on va dire, des structures et des partenaires parce qu'on est des financeurs. En fait, ce qu'on a eu beaucoup, en fait, c'est on veut pas trop vous dire nous les difficultés qu'on rencontre parce que vous êtes nos financeurs, donc ça peut nous porter préjudice. Donc ce qu'on a vraiment réussi à faire, je pense, c'est vraiment installer un climat de confiance à l'échelle du département, avec tous nos partenaires, avec toutes les structures, pour qu'on puisse anticiper et accompagner au mieux et adapter en fait nos outils, notre accompagnement aux structures. Donc on a pu le faire parce que on participe il y a des comités territoriaux des réseaux, des copiles des structures, des comités de suivi, enfin voilà, des dialogues de gestion, donc tous ces éléments-là, enfin des visites aussi de structures de terrain. En fait, tout ce travail de proximité et de dialogue au quotidien, ça a été un vrai levier pour mieux travailler aujourd'hui nos outils. Donc, ça nous a permis de mieux connaître les structures, d'être plus en alerte. Voilà, donc ça, j'ai déjà dit. Donc, nous, ce que l'on est en train de faire là, c'est aujourd'hui, c'est que on essaye vraiment d'actualiser nos réflexions, de pouvoir comprendre et mieux adapter en fait nos outils et nos moyens. Donc là, ce qu'on fait en ce moment, c'est que, par exemple, on mène une réflexion sur, on re-questionne aussi nos modèles d'appel à projet, on re-questionne la manière dont on peut mieux accompagner. Voilà, donc on est en perpétuelle réflexion pour savoir comment on mène mieux on outille mieux les structures, on adapte mieux nos moyens, on adapte mieux l'accompagnement pour les structures. J'étais peut-être un peu fouillis, donc j'essaie de faire vite. Mais voilà, donc je pense que je peux m'en arrêter là, si ça vous va. Top, merci beaucoup et merci à toutes et à tous les intervenants, à tous les participants pour vos questions. On a essayé de répondre
au fil de l'eau, on a déjà dépassé de 6 minutes, donc je propose d'arrêter là le webinaire. En tout cas, voilà, vous recevrez un mail avec le support de présentation, vous avez eu les différentes ressources et en vous déconnectant, vous aurez tout de suite qui apparaîtra un petit pop-up avec une petite enquête de satisfaction. Il y a 4 questions, ça dure moins d'une minute, je le promets. Sera utile pour nous pour voilà, évaluer est-ce qu'on a répondu à vos attentes diverses et variées ou pas. Est-ce qu'il y a des compléments qui seraient intéressants à apporter suite à ce premier webinaire de 1h30. Donc voilà, si vous pouvez prendre la petite minute qui va bien, ça nous aide beaucoup. Un grand merci, je clôture là et une bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Merci beaucoup, bonne journée. Merci Merci beaucoup, beaucoup. au revoir.